Bienvenue sur ce nouveau podcast sur les pointes de test et leur utilisation dans l'industrie. Dans cette introduction au test de composants électroniques, nous allons voir comment et pourquoi on utilise des pointes de test dans l'industrie, la différence entre les tests ICT et FCT. Ce podcast vous permettra d'en savoir plus sur l'importance du test dans l'industrie. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, les ingénieurs Cotelec sont à votre écoute. Abonnez-vous, partagez nos contenus et suivez Pacta Industries sur LinkedIn. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui est en fait la clé de voûte de toute notre technologie, le test des cartes électroniques, les fameux PCB. On va partir d'une question qui a l'air simple. Comment on peut être sûr que le cerveau électronique de nos appareils va fonctionner parfaitement? Pour explorer ça, on se base sur une analyse assez poussée du fonctionnement des points de test, ces tout petits contacts qui sont vraiment en première ligne de la validation. Notre mission, c'est de comprendre ce qui se passe réellement à ce moment-là. On va décortiquer les deux grandes approches, le test en circuit et le test fonctionnel, pour essayer de répondre à une question que tout électronicien se pose. Vaut-il mieux une mesure directe, simple, ou une interface de test vraiment dédiée? Et c'est vraiment la question fondamentale. Parce que ce processus, ce n'est pas juste un détail technique, quoi. C'est le garant de la fiabilité. Chaque contact, chaque petite mesure, c'est ce qui fait la différence entre un produit de qualité et une source de panne. La confiance qu'on met dans nos appareils, elle commence vraiment là, dans ce tout petit contact. D'accord, alors entrons dans le vif du sujet. Le point de départ de tout ça, c'est la pointe de test, ce qu'on appelle aussi pogo pin. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pas juste une simple aiguille, j'imagine? Ah non, pas du tout. C'est un petit bijou de micromécanique. Faut voir ça comme un système avec une double fonction. La première, elle est mécanique. Mécanique? Oui, à l'intérieur d'un petit cylindre, on a une pointe qui est montée sur un ressort très bien calibré. Quand elle touche la carte, elle se comprime sur une distance très précise. Et ça garantit une force d'appui qui est toujours la même. Et la forme de la tête, c'est crucial. Ah oui, d'accord. Certaines sont pointues pour percer les fines couches d'oxydation, d'autres sont en couronne pour bien s'agripper à la pastille de test. C'est un contact physique maîtrisé. Une sorte de morsure contrôlée en quelque sorte? C'est une excellente image, oui. Et la deuxième fonction, elle est électrique. Le but, c'est d'avoir une résistance de contact qui soit très faible et surtout parfaitement stable. Stable, d'accord. Si elle varie, la mesure est faussée et on crée ce qu'on appelle des faux défauts. Et ce que l'analyse montre bien, c'est que la qualité de la mesure ne dépend pas que de la pointe, elle dépend de tout le chemin du signal, du contact, jusqu'à l'instrument. Le moindre parasite peut tout fausser. Je crois qu'on touche à un point fondamental là. J'ai toujours un peu imaginé le test comme une simple vérification à la fin. Un contrôle qualité, quoi. Mais ce que l'analyse suggère, c'est que c'est une stratégie complète qui commence bien avant. Exactement. C'est un changement de mentalité. La première étape, et la plus critique, c'est ce qu'on appelle la conception pour le test. Le design for test. Ça veut dire qu'il faut y penser dès le dessin de la carte? Voilà. L'ingénieur doit se demander comment on va la tester. Il doit prévoir des pastilles de test qui sont accessibles, assez grandes, et surtout, il doit multiplier les points de masse, le fameux 0 volt. C'est la référence absolue pour une mesure fiable. Mais attendez, ça peut paraître un peu un luxe, non? Si on est sous pression pour sortir un produit, ajouter des pastilles de test partout, ça prend de la place, ça prend du temps. Est-ce que ce n'est pas la première chose qu'on a tendance à sacrifier? C'est une tentation énorme. Et c'est une erreur qui coûte très cher plus tard. L'analyse est formelle là-dessus. Si on ignore cette étape, le test devient aléatoire. Aléatoire. Oui, on se retrouve avec des contacts instables, des faux défauts qui peuvent bloquer des équipes pendant des jours. Et on risque même d'abîmer la carte en essayant de la sonder à des endroits pas prévus pour. Penser au test dès le début, c'est un investissement qui rapporte énormément. D'accord, message reçu. Alors, une fois la carte bien conçue, il faut choisir sa stratégie. L'analyse parle de deux grandes philosophies, l'ICT, le test en circuit, et le FCT, le test fonctionnel. J'ai une analogie en tête, dites-moi si ça tient la route, hein. L'ICT, ce serait vérifier chaque ingrédient d'une recette un par un. Le FCT, ce serait goûter le gâteau une fois cuit. C'est une analogie parfaite. C'est tout à fait ça. Laïcité, on prend la carte, hors tension, et on vérifie les composants un à un. Est-ce que la résistance a la bonne valeur? Est-ce que le condensateur est bien là? C'est un bilan de santé. Anatomique. Et le FCT, du coup? Le FCT, c'est l'étape d'après.
On met la carte sous tension et on lui demande de faire son travail. Est-ce qu'elle démarre? Est-ce que le port USB communique? Là, on vérifie le comportement global. D'accord. En industrie, en général, on combine les deux. Un ICT rapide pour trouver 90% des défauts et un FCT derrière pour la validation finale. Attendez, j'ai du mal à visualiser. Pour l'ICT, surtout, on parle de centaines, voire de milliers de pointes qui doivent toucher des cibles minuscules, des milliers de fois par jour. Comment c'est possible? C'est là qu'intervient une solution assez impressionnante, le lit à clous ou fixture. Il faut imaginer un gabarit, usiné avec une précision folle, où la carte vient se poser. Mhm. Et ce gabarit est placé au-dessus d'une plaque avec des milliers de trous, où chaque pointe de test est insérée. Un mécanisme vient presser la carte sur ce lit de pointe et le contact est simultané, parfait, partout. C'est la solution reine pour la production. D'accord. Donc le lit à clous, c'est la solution industrielle. On est en plein dans l'interface complexe, mais ça doit coûter une fortune, non? Et prendre des semaines à fabriquer. Et c'est tout le cœur du débat. Pour un prototype, une petite série, c'est hors de prix. C'est là que les interfaces plus souples entrent en jeu. Des pinces, des aiguilles. C'est plus rapide, mais bien moins fiable. C'est l'expérience du dépannage avec 2 sondes à la main. C'est ça. Oui, on passe son temps à se demander est-ce que c'est le circuit ou c'est moi qui tremble? Cette incertitude, elle est paralysante. Et d'ailleurs, un point qu'on oublie souvent, c'est la vérification du contact lui-même. Les bons testeurs, avant de mesurer, ils vérifient que chaque pointe touche bien sa cible. Ça évite de jeter une carte qui est bonne juste à cause d'un problème sur le testeur. C'est logique. Alors, si on revient à l'ICT, ce fameux scanner médical, concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? Le check-up est très complet. On commence par le plus simple. Continuité, isolement. On vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit. Ensuite, on mesure les composants passifs. Résistance, condensateur. Et c'est plus compliqué que ça en l'air. Comment ça? Comment on peut mesurer une résistance si elle est connectée à plein d'autres choses? Ça doit fausser la mesure, non? Tout à fait. Et c'est là qu'intervient une technique très astucieuse, le guarding. En gros, le testeur va injecter des tensions très précises sur les points voisins pour bloquer les chemins de courant parasites. Il crée des murs électriques, en quelque sorte, le temps de la mesure. Malin? On vérifie aussi les diodes, les transistors, pour être sûr qu'ils ne sont pas montés à l'envers. Et pour des défauts plus subtils, on peut faire de l'analyse de signature, on regarde la carte d'identité électrique du point. Et pour les composants modernes, les puces avec des centaines de connexions cachées dessous, les BGA, on peut pas mettre une pointe là-dessus. C'est le grand défi. La solution, c'est le Boundary Scan, ou JTAG. C'est une norme qui a forcé les fabricants à intégrer une sorte de port de test numérique. On se connecte à 4 ou 5 broches et par logiciel, on prend le contrôle de toutes les autres pour vérifier qu'elles sont bien connectées. C'est comme une porte dérobée pour le test. Fascinant. On a donc un bilan de santé très détaillé. Mais à un moment, il faut bien voir si le patient peut courir. C'est là qu'intervient le test fonctionnel, le FCT. Exactement. On change de monde. On alimente la carte. Et la question, c'est « est bon ?» Est-ce que tu fonctionnes? La toute première étape, c'est la mise sous tension contrôlée. On monte le courant tout doucement. Si les consommations s'envolent, on coupe tout. Signe d'un gros court-circuit. Voilà. Si ça se passe bien, on vérifie les signes vitaux. Est-ce que les horloges tournent? Le signal de reset est-il correct? Et ensuite, on lui parle, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. On teste les interfaces. Est-ce que le port Ethernet répond? Est-ce que l'USB est reconnu? On envoie des données, on regarde si on les reçoit bien, on allume des LED, on fait tourner un moteur. Et souvent, le plus efficace, c'est de charger un petit logiciel de test dans le processeur. Un autotest, en fait. Oui, un firmware qui va lancer toute une batterie de diagnostic et qui nous renvoie un rapport complet. Mémoire OK, comme OK, capteur de température KO. D'accord. Après ce tour d'horizon, revenons à notre question de départ. Mesure directe, avec des sondes à la main, ou interface de test dédiée, où est-ce que l'analyse nous mène, finalement? Elle nous mène à une réponse très pragmatique. C'est le contexte qui décide. La mesure directe, c'est l'outil parfait pour le labo, pour le prototypage, pour dépanner une carte. C'est rapide, c'est flexible. Mais il y a des risques? Énormément. L'analyse les liste bien. On peut abîmer une pastille, créer un court-circuit en dérapant, avoir des mesures instables, ou pire, griller un composant avec l'électricité statique de son propre corps. C'est un outil de spécialiste, donc. À manier avec une grande précaution. Exactement. Par contre, dès qu'on parle de production, même une petite série, l'interface dédiée devient non négociable.
Elle ne fait pas que mettre en contact. Elle fait plus que ça. Ah oui, elle garantit la répétibilité, la sécurité, elle contrôle les impédances, elle intègre des protections, des filtres, elle fiabilise la mesure. C'est le passage de l'artisanat à l'industrie. Et il y a une phrase dans l'analyse qui, pour moi, clôt le débat pour le monde de la production. Elle dit: en production, la mesure directe finit souvent par coûter plus cher qu'une interface bien conçue. C'est l'argument massu, oui. En rebut, en faux défaut, en temps perdu. Il n'y a rien à ajouter. Le temps perdu à chercher un faux défaut coûte infiniment plus cher que l'investissement dans un bon outil. C'est le résumé parfait. Pour synthétiser, ce que je retiens de cette exploration, c'est que le test, ce n'est pas du tout un simple contact. C'est une stratégie globale. Ça commence à la conception, ça passe par un choix de philosophie, l'anatomie avec la ICT ou la physiologie avec le FCT, et ça repose sur un outillage d'une rigueur absolue. C'est exactement ça. On est face à un arbitrage permanent entre la flexibilité du labo et la rigueur de l'industrie. Le bon choix dépend totalement de l'échelle. Du proto-unique sur son bureau à la production de millions d'unités où chaque seconde compte. Et pour ouvrir un peu la discussion, je repense à ce qu'on a dit sur le JTAG, le boundary scan. Ces technologies sont nées parce que les composants devenaient inaccessibles physiquement. Et ça soulève une question pour l'avenir. Alors que les puces intègrent de plus en plus de fonctions, que tout devient de plus en plus petit, transformant des milliers de points de test physiques en quelques ports de tests numériques, est-ce qu'on n'approche pas d'un futur où les tests les plus critiques de notre matériel se feront entièrement par logiciel, faisant du bon vieux lit à clous physique une simple relique du passé?